Il est né le 23 mai 1954 à Newark, au New Jersey, dans une ville très pauvre où la ségrégation raciale était des plus présentes. Durant son adolescence, des émeutes raciales vont détruire la maison familiale où il vivait avec sa mère et ses frères et sœurs. Il décide un jour d'entrer dans un gymnase de boxe. Il veut apprendre à se défendre contre les agressions dont il est constamment victime. Il s'entraîne durement avec une discipline de travail exemplaire. Sa rage et sa déception face aux injustices qu'il a subies en feront l'un des plus grands champions de l'histoire de la boxe. Voici l'histoire d'un homme que l'on surnommait le merveilleux, Marvin Hagler, le champion incontesté. Ida Mae Hagler a élevé seule 7 enfants après que leur père a abandonné sa famille. Son enfant le plus vieux se nommait Marvin. Il a dû assumer très tôt des responsabilités de grand frère, ce qui a contribué à lui donner de la discipline et une fidélité absolue envers les siens. La famille vivait pauvrement à Newark, dans des logements sociaux. Newark à cette époque est une ville avec des difficultés économiques et avec de fortes tensions raciales. Les emplois disponibles pour les Afro-Américains se font rares, sinon inexistants, et plus souvent qu'autrement, les logements insalubres leur sont réservés. Marvin Hagler, comme tous les jeunes de son âge, fréquente la rue. Il se bat fréquemment dans le seul but de se défendre. Il voit souvent les policiers faire des arrestations dans sa communauté, qu'il juge injustes. Il obtient des résultats moyens en classe, mais il n'attire pas l'attention. Il est plutôt un jeune garçon silencieux et prudent. Le système éducatif de l'époque pour les enfants noirs est sous-financé et offre peu d'encadrement, ce qui n'aide en rien le jeune Hagler, qui ne voit guère de perspective d'avenir. En 1967, alors qu'il n'est âgé que de 13 ans, des événements tragiques vont venir définir sa vie et les décisions qu'il aura à prendre pour son futur. Entre le 12 et le 17 juillet 1967, des émeutes raciales vont ébranler la ville de Newark. Ce sera le début de 159 émeutes à travers le pays dans ce que l'on appellera « The Long Hot Summer ». Dans la nuit du 12 juillet, un chauffeur noir de taxi, John William Smith, est battu par des policiers. Il est gravement blessé. La rumeur se propage rapidement dans la ville et bientôt une foule se retrouve devant le commissariat. La foule veut des réponses. La colère gronde et bientôt la situation va devenir hors de contrôle. Les magasins sont pillés, des bâtiments sont incendiés et des affrontements violents avec les policiers se produisent. Les forces policières ouvrent le feu sans discernement sur des gens non armés. La ville est un champ de bataille où le chaos s'est installé. La garde nationale et la police d'État interviennent et les violences continuent. Le bilan sera des plus cruels. 26 personnes, surtout des Noirs, sont abattues par la police. On recense plus de 700 blessés et 1500 arrestations. Des magasins et des immeubles sont brûlés en grand nombre. Des quartiers pauvres sont entièrement brûlés dans une ville qui va prendre des années à s'en remettre. La maison où vivait la famille Hagler est détruite. Ida Mae Hagler se retrouve à la rue avec ses 7 enfants. Elle décide de fuir cet enfer et déménage à Brockton, Massachusetts, une ville ouvrière, plus calme, qui offre des emplois. Marvin et ses frères et sœurs sont déracinés et vivent une période de grands changements. Marvin, l'aîné, en tirera le meilleur. Bientôt, il va se diriger vers la boxe qui va le définir et le sauver.
En 1969, Marvin Hagler est âgé de 15 ans. Il demeure un jeune adolescent qui ne s'est pas encore remis des émeutes 2 années auparavant. Il a été déraciné et se cherche. Si Brockton est une ville plus calme, la vie pour un jeune noir demeure un combat à chaque jour. Lors d'une bagarre, il prend une raclée contre un jeune homme plus vieux et plus costaud que lui. Hagler n'en peut plus. Il a la rage. Il est blessé dans son orgueil et ne veut plus jamais revivre une telle humiliation. Le lendemain, il prend la décision la plus importante de sa vie. Il entre dans une salle de boxe. Cette salle de boxe est gérée par les frères Goody et Pat Petronelli, 2 anciens boxeurs qui sont maintenant des entraîneurs. Les 2 frères adoptent immédiatement Hagler, qui écoute leurs recommandations, qui s'entraîne durement et qui revient à chaque jour. Hagler n'a pas d'autre objectif que de savoir se défendre contre les plus costauds que lui. Il est loin de se douter qu'il deviendra un jour l'un des plus grands champions des poids moyens. Les Petronelli, eux, ont déjà vu en Hagler une graine de champion. Il reste maintenant à bien l'entraîner et à bien prendre soin de lui. Hagler semble avoir trouvé sa voie. Il s'entraîne avec sérieux et frappe les sacs avec puissance. Il court très tôt le matin et devient un jeune homme avec une forme physique parfaite. Sa force de frappe pour son âge impressionne ses entraîneurs et il démontre un acharnement pour les détails. Il étudie les autres boxeurs. Il regarde sur vidéo ses combats et prend en note toutes ses erreurs dans le but de les corriger. Il développe une technique très rare chez les boxeurs, le changement de garde qui lui permet au milieu d'un échange de passer de la droite à la gauche. Tout au long de sa carrière, cette technique va lui rapporter gros face à des adversaires impuissants à le contrer. Rapidement, il participe à des tournois régionaux dans le Massachusetts et déjà il laisse sa marque par son punch dévastateur et son style agressif. Hagler fonce toujours sur son adversaire. Il ne lui laisse jamais de répit. Dans le ring, il est de marbre et ne paraît jamais intimidé, peu importe son adversaire. Il devient champion du Massachusetts et remporte plusieurs tournois dans l'État. Il boxe comme un professionnel et écrase souvent ses adversaires avec son jeu de jambes et sa droite qui demeure redoutable. En 1973, il remporte le championnat des Golden Gloves dans la catégorie des poids moyens en battant l'Américain Terry Ryan par KO dès le 2e round. Cette compétition est majeure aux États-Unis. Il est maintenant devenu un nom et à 19 ans, tout le monde sait qu'il va joindre les rangs professionnels un jour. Les frères Petronelli seront à ses côtés durant toute sa carrière amateur, qui se terminera en 1973. Hagler va remporter 55 combats contre une seule défaite. Goody Petronelli s'occupera du côté purement technique de la boxe, enseignant à son jeune poulain de ne jamais baisser sa garde, les déplacements et comment enchaîner une série de coups pour terrasser son adversaire. Pat Petronelli s'occupera de son côté de la stratégie, des relations avec les promoteurs et du côté psychologique qui est tellement important chez un combattant. Les frères Petronelli sont les grands responsables des succès d'Hagler et lui ont enseigné la rigueur et l'éthique de travail. Hagler, malgré tous ses succès, vivra une grande déception en 1972 lorsqu'il ne sera pas sélectionné dans l'équipe olympique américaine. On donne des raisons cousues de fil blanc pour sa non-sélection.
Il est moins médiatisé que d'autres boxeurs des circuits fédéraux. Il ne fait pas partie du système élite de la boxe amateur américaine. On avance même que son style physique ne plaît pas toujours aux juges amateurs. Hagler a la rage au cœur. Même avec un record enviable, il se rend compte qu'il devra passer à une autre étape, les rangs professionnels, où ses coups de poing parleront pour lui. Pour ses débuts professionnels, Marvin Hagler décide de rester fidèle au frère Petronelli. Il refuse de trahir ces deux hommes qui ont cru en lui et qui en ont fait un boxeur redoutable. Il est à l'opposé de la plupart des boxeurs qui se tournent vers des entraîneurs de renommée lorsqu'ils passent chez les professionnels. Il dira « Ils m'ont donné une chance quand personne ne voulait de moi. Je n'ai jamais oublié ça. » Effectivement, les Petronelli seront à ses côtés pour la durée de sa carrière. Hagler est un homme d'honneur et il sait reconnaître les personnes qui l'ont aidé. Marvin Hagler débute sa carrière professionnelle dans l'anonymat. Il demeure fidèle aux Petronelli, les promoteurs les plus puissants à cette époque. Se nomment Bob Arum et Don King, qui sont associés au rang mafieux. Hagler refuse de s'engager avec eux car il connaît leur réputation. Bob Arum est né en 1931. Il est un ancien avocat du gouvernement qui est diplômé de la fameuse université d'Harvard. Il s'introduit dans le monde de la boxe dans les années 60. Il représente les intérêts de Mohamed Ali un bref moment avant de fonder Top Rank Boxing en 1973. Il devient le promoteur le plus influent et le plus contrôlant du monde de la boxe. Il organise des combats pour les réseaux nationaux et HBO. Il est reconnu comme un constructeur de vedettes, en autant que ceux-ci suivent ses instructions. Don King est né en 1931. Il a un passé criminel. Il a déjà été condamné pour homicide involontaire en 1966. Après sa peine de prison, il s'investit dans le monde de la boxe. Il est celui qui parvient à organiser le célèbre combat en 1974 entre Mohamed Ali et George Foreman. Il est célèbre pour ses cheveux électriques et flamboyants. Il a des liens étroits avec le monde criminel et il contrôle les meilleurs boxeurs du moment. L'histoire nous dira plus tard que plusieurs boxeurs ont été volés ou ruinés après s'être associés à lui. Il est encore plus contrôlant que Bob Arum. Il signe les boxeurs qui n'ont plus rien à dire par la suite. Les contrats imposaient des conditions très strictes sous tous les aspects. En résumé, un boxeur qui s'associait à Don King devenait sa propriété, avec tous les inconvénients que cela pouvait amener. Au début de sa carrière professionnelle, Marvin Hagler ne veut aucunement s'associer aux deux hommes. Il refuse catégoriquement et garde les frères Petronelli à ses côtés. Hagler dira « Je suis peut-être patient, mais je ne suis pas naïf. Signer avec Don King, c'est vendre son âme. » Hagler va payer chèrement sa volonté de ne pas s'associer à des membres de la mafia. Il sera blacklisté des grandes soirées de boxe. Aucun plateau de télévision ne va le recevoir. Il ne figure même pas dans les classements des fédérations. Il se voit refuser des combats contre des boxeurs mieux classés que lui. La seule arme qu'il possède contre ses puissants promoteurs, ce sont ses poings qui vont parler pour lui dans des années difficiles où tout le monde l'ignorait.
Le 18 mai 1973, pour son premier combat, il affronte un dénommé Terry Ryan dans un gala local à Brockton. La salle est petite avec un public réduit. Hagler ne laisse pas traîner les choses. Il met Ryan KO dès le deuxième round. Il enchaîne par la suite victoire sur victoire, mais il est complètement ignoré par la télé et les journaux. Aucun promoteur ne s'intéresse à lui, ni même les fédérations. Entre 1973 et 1979, Hagler va vivre une traversée du désert. Il affronte des adversaires dans des conditions difficiles, bien souvent dans leur ville, avec un public qui prend parti contre lui. Hagler cumulera une impressionnante fiche de 46 victoires contre seulement 2 défaites et un combat nul. Il gagnera 38 fois par KO. Il se bat souvent à Philadelphie, qui regorge de poids moyens brutaux. Hagler ne recule jamais. Il les affronte face à des juges qui lui sont défavorables et il gagne ses combats. Il ne va perdre que 2 combats. Le 9 mars 1976, il perd par décision unanime contre Willie Monroe. Mais Hagler va régler ses comptes avec Monroe dans 2 combats revanche. Le 14 février 1977, il l'emporte par arrêt de l'arbitre au 12e round. Puis, le 27 août 1977, il envoie au tapis Monroe pour le compte au 2e round. Hagler prouve que sa première défaite n'était qu'un accident de parcours. Le 13 janvier 1976, il perd par décision un combat contre Bobby Boogaloo Watts. La décision est controversée car il semblait qu'Hagler avait bel et bien gagné ce combat. Hagler est enragé. Il sait qu'on lui a volé ce combat. Il obtient finalement une revanche le 13 avril 1980 et cette fois-ci, il n'entend pas laisser les arbitres décider de l'issue du combat. Le combat a lieu au Garden de Boston. Dès le début, Hagler fonce sur Watts, qui n'a guère le temps de réagir. Un crochet de gauche et un solide uppercut ébranlent sérieusement Watts dès le début. Il termine avec peine le premier round. Au 2e round, Hagler déclenche une combinaison qui envoie Watts au tapis. L'arbitre arrête le combat. Hagler a réglé la question de façon spectaculaire. Il massacre les 2 seuls hommes qui avaient gagné contre lui et il s'exprime calmement après le combat. « Je ne laisserai plus les juges décider pour moi. Si vous me volez, je viendrai me venger et avec les intérêts. » Durant ces années difficiles, Hagler parviendra tout de même à faire parler de lui contre des adversaires redoutables. Entre 1974 et 1979, il se frotte à 3 reprises contre Sugar Ray Seales, un solide cogneur, champion aux Olympiques de 1972, qui a cumulé une fiche en carrière de 57 victoires, dont 34 par KO en 68 combats. Les combats sont tous serrés, mais Hagler en remporte 2, avec un autre combat qui est déclaré nul. Ces combats permettent à Hagler de sortir de l'ombre et de lui donner de la crédibilité. Même si les promoteurs ont tout fait pour l'ignorer, les victoires qu'Hagler accumule lui permettent de grimper au classement jusqu'à devenir l'aspirant numéro 1 au titre des poids moyens. Mais ce combat se fait attendre. En 1979,
Marvin Hagler finit par être classé comme aspirant mondial. Il le doit à sa ténacité, mais aussi aux journalistes spécialisés dans le domaine et au public qui fait pression pour dénoncer cette injustice. Le 30 novembre 1979, il obtient enfin sa chance pour le titre. Il affronte Vito Antuofermo au Caesars Palace de Las Vegas pour le titre combiné des fédérations WBA et WBC pour les poids moyens. Antuofermo est le champion des moyens plus tôt dans l'année. Il a battu dans un combat serré Hugo Corot. Hagler semble dominer le combat et coupe Antuofermo au visage dès le premier round. L'arbitre laisse le combat se continuer. Le combat est serré, mais Hagler semble plus en contrôle que son adversaire. Le titre semble de plus en plus à sa portée. Le combat se rend à la limite. Hagler, une fois de plus, doit s'en remettre au jugement des arbitres. Le combat est déclaré nul et Antuofermo peut conserver de justesse son titre. Les journalistes parlent d'un vol pendant que le public eut cette décision. Une fois de plus, Hagler est amer et s'exprime après le combat. « Je l'avais battu, mais je n'avais pas le bon promoteur ni la bonne couleur. » Hagler doit ronger son frein en silence. Il attend 10 longs mois avant d'obtenir une seconde chance. Le 27 septembre 1980, il affronte Alan Minter au Wembley Arena de Londres, en Angleterre. Minter a ravi le titre dans un combat serré à Vito Antuofermo. Il combat dans son pays. Il est soutenu par un public ultra-partisan qui peut être violent très facilement. La tension est à son comble. Avant le combat, Hagler a refusé de serrer la main à un blanc, tandis que Minter réplique qu'un noir ne lui prendra jamais son titre. La table est mise pour un combat dans un aréna surchauffé. Dès le début du combat, Hagler demeure concentré, en parfaite possession de ses moyens. Il envoie des jabs puissants au visage de Minter. Au troisième round, l'arbitre n'a d'autre choix que d'arrêter le combat, car Minter saigne abondamment. Hagler ne peut même pas fêter cette victoire tant attendue. Les spectateurs lancent des projectiles dans sa direction. La situation devient extrêmement dangereuse. Des spectateurs montent sur le ring en lançant des chaises et des bouteilles. Hagler est sorti sous escorte policière. Après le combat, il dira « Je suis devenu champion du monde et je suis rentré à l'hôtel la tête baissée. » Mais peu importe, il est maintenant le champion des moyens et c'est le début d'un long règne où des combats spectaculaires vont demeurer inoubliables. Marvin Marvelous Hagler va régner dans la division des poids moyens pendant 7 années où il écrase tout sur son passage. Il doit cependant faire une concession s'il veut se frotter aux autres grands champions du moment. Il ne s'associe pas à Bob Arum, mais il accepte de travailler avec lui, et non pas pour lui. Il accepte que Arum, avec son organisation Top Rank, organise des combats où il sera impliqué. Arum devient le promoteur de ces combats, mais en tant que prestataire. Hagler tient à souligner qu'ils ne sont d'aucune façon liés par contrat. Hagler continuait de se méfier d'Arum et continuait de garder son indépendance. Les combats s'organisaient un par un et Hagler était responsable de son image en toute indépendance. Le 16 janvier 1981, Marvin Hagler affronte Fulgencio Obelmeyas
pour une première défense de son titre. Obel Meyas montre une ronflante fiche de 30 victoires en autant de combats. Il possède un bon punch et ses chances de ravir le titre à Hagler sont certaines. Durant les 7 premiers rounds, Hagler a l'avantage et boxe méthodiquement. Au 8e round, il déclenche ses fameuses combinaisons gauche-droite devant lesquelles l'aspirant n'a aucune réponse. L'arbitre arrête le combat. Hagler conserve sa ceinture et maintenant, il a un public derrière lui qui l'acclame. Hagler dira après le combat que ce n'était que le début, qu'il voulait s'imposer comme le seul roi des poids moyens. Après une victoire facile contre Vito Antuofermo au 5e round, il triomphe de Mustafa Mcho le 3 octobre 1981 avec un TKO au 11e round. Mcho, un solide encaisseur, est un homme courageux qui a tout donné lors de ce combat. Il a été dominé de bout en bout en recevant des rafales de coups d'Hagler. Au 11e round, l'arbitre est dans l'obligation d'arrêter le combat tant le visage d'Mcho est méconnaissable. Le 10 juin 1982, William Caveman Lee n'est qu'une simple formalité pour Hagler, qui l'envoie au tapis dès le premier round. Hagler est une véritable machine de guerre. Il est concentré, il ne parle pas durant un combat, il exécute son plan et il est patient si la situation le commande. Il est maintenant une des étoiles du monde de la boxe et personne dans sa catégorie ne semble en mesure de l'atteindre. Hagler va continuer de défendre ses titres avec succès lors des années suivantes, et ce, avec de plus en plus de facilité. Le 30 octobre 1982, il accepte de donner une revanche à Fulgencio Obel Meyas. Hagler est tellement confiant qu'il accepte le combat en Italie, dans les terres de Obel Meyas. Le résultat est expéditif. Un KO au 5e round. Hagler a dominé de façon encore plus nette que lors du premier combat entre les deux hommes. Hagler affirme qu'il est prêt à affronter n'importe qui à n'importe quel endroit. Le 27 mai 1983, au Civic Center, au Rhode Island, il arrête Wilford Skypion au 4e round. Skypion, malgré sa volonté, n'a aucunement les moyens de répondre coup pour coup à Hagler, qui devient maintenant le champion des 3 fédérations, la WBA, WBC et la IBF. Le 10 novembre 1983, Hagler affronte un boxeur de renom, le fameux Roberto Duran, champion des poids légers, welter et super welter. Il est le seul homme qui est parvenu à battre Sugar Ray Leonard. Hagler a devant lui un aspirant sérieux qui tente de mettre la main sur un 4e titre. Le combat est âprement disputé et serré. Les deux boxeurs boxent la distance de 15 rounds. Hagler remporte le combat au point devant Duran, qui n'a pas à rougir de sa performance. Hagler défend son titre par la suite devant Mustafa Mcho, qui désire sa revanche. Le combat a lieu au Madison Square Garden de New York. Mcho a succombé à un combat violent en 1981 et il se croit capable de venir à bout de Marvelous Hagler. Mais c'est peine perdue. Hagler parvient une nouvelle fois à couper Mcho au 11e round. L'arbitre est dans l'obligation d'arrêter le combat. Pour une deuxième fois, Mcho sort le visage défiguré après un combat contre Marvin Hagler. Le 30 mars 1984,
au Hilton de Las Vegas, Hagler rencontre Juan Roldan, un Argentin avec un excellent punch. Roldan est renommé pour être un solide encaisseur qui peut tenir la distance. Durant le combat, Hagler visite le tapis. Il semble avoir glissé. Rien n'est certain. On se rend compte qu'il devra trimer dur pour conserver ses ceintures. Il se met au travail. Il gagne les rounds et garde l'avantage tout au long du combat. Roldan a le nez cassé et le visage en sang. Au 10e round, Hagler l'assomme avec une droite et un uppercut. Roldan est incapable de se relever. Sa victoire est spectaculaire devant un public endiablé. Hagler s'est battu contre des boxeurs durs et sauvages, mais peu importe, il est encore plus dur et surtout, il est infiniment supérieur comme technicien. Il a défendu sa ceinture à 10 reprises. Il existe cependant un boxeur qui évolue chez les Super Welters, un boxeur qui s'est frotté aux meilleurs de sa catégorie, comme les Roberto Duran ou les Sugar Ray Leonard. Thomas de Hitman Hearns défie Marvin Hagler. Il affirme qu'il va lui régler son compte. Bientôt, un combat légendaire va opposer deux grands boxeurs. Un combat qui ne sera jamais oublié. Un combat que l'on surnommera The War. Le 15 avril 1985, Marvin Hagler rencontre Thomas Hearns au Caesars Palace de Las Vegas. Hearns est champion WBC des Super Welter. Il décide de monter de catégorie pour combattre Hagler. Il est un boxeur spectaculaire, l'un des meilleurs de la décennie. Il est grand, avec une très longue portée. Sa droite est tellement puissante qu'elle peut lui permettre de gagner un combat avec un seul coup de poing. Il est rapide et excelle dans les combinaisons gauche-droite. Seul Sugar Ray Leonard est parvenu à le vaincre en 1981 dans un combat difficile qui ne s'est décidé qu'au 14e round. Hagler n'a jamais eu devant lui un tel adversaire, et s'il y a quelqu'un en mesure de l'ébranler, c'est le Hitman. Le combat promet d'être l'un des plus intéressants depuis des années, et pour ajouter à notre histoire, les deux boxeurs ne cachent aucunement la haine qu'ils portent l'un envers l'autre. Lorsque le combat débute, il n'est aucunement question pour Hearns et Hagler de s'étudier. Le combat va être brutal et le gagnant sera celui qui restera debout. Dès le début, Hearns frappe durement Hagler et le coupe au front. Les deux hommes s'attaquent sauvagement dans un combat de rue. Il n'y a aucune défense ou stratégie. C'est un round de destruction qui va passer à l'histoire. Les deux s'atteignent solidement. Hearns semble ébranlé à l'occasion, alors qu'Hagler, qui reçoit des coups retentissants au visage, semble mieux résister. À la fin de ce round endiablé, les gens acclament les deux boxeurs qui se sont mitraillés sans arrêt. Hagler a frappé à 50 occasions et Hearns 56 fois, dans ce qui est considéré comme le round le plus violent de toute l'histoire de la boxe. À ce moment, Hearns s'est fracturé la main, mais il continue le combat. Au deuxième round, le travail de destruction entre les deux hommes continue. Hagler saigne et il craint que l'arbitre n'arrête le combat. Il décide de continuer à foncer sur Hearns, qui parvient à répliquer avec de solides coups.
Hagler change de stratégie et attaque Hearns au corps. Lors d'un échange rapproché, Hearns est atteint durement et il saigne à son tour. Hearns tente de se tenir à distance, mais Hagler continue d'avancer implacablement sur lui. Hearns semble faiblir, mais il continue à atteindre Hagler solidement. Celui-ci ne bronche même pas. Après 2 rounds qui semblent irréels, tout le monde sait déjà que ce combat ne peut durer bien longtemps. Hearns et Hagler se sont donné plus de coups que lors de certains combats de 15 rounds. Au 3e round, Hagler saigne du front. Il a un moment de frayeur lorsque l'arbitre arrête le combat pour l'examen de sa coupure. Lorsque le combat reprend, Hagler joue le tout pour éviter un arrêt pour cause de blessure. Il atteint Hearns d'une droite retentissante sur le menton, suivie d'une gauche. Hearns est fragilisé et semble en danger lorsqu'Hagler continue avec un solide uppercut et un autre coup direct de la droite. Hearns s'effondre. Il tente de se relever, mais il n'est plus en mesure de continuer le combat. Marvin Marvelous Hagler vient de remporter un combat d'anthologie à 2 minutes 1 seconde du 3e round face à un grand adversaire. Il est reconnu comme le meilleur boxeur livre pour livre au monde. En ce qui concerne Thomas the Hitman Hearns, son étoile est loin de pâlir. Jamais un boxeur n'aura atteint Marvin Hagler aussi nettement que lui. Il lui a donné des coups qui lui auraient fait gagner le combat contre la plupart de ses opposants. Hearns, malgré sa défaite, en ressortira grandi et tout le monde va admirer son courage dans un combat terrible. Ce combat va renforcer une réputation d'invincibilité physique pour Marvin Hagler. Si le puissant Thomas Hearns n'est pas parvenu à l'ébranler malgré de solides droites, qui pourra le faire? Hagler livrera par la suite un combat contre John Mungabi le 10 mars 1986, un combat qui semble sans danger pour le champion. Contrairement aux prédictions, Mungabi résiste bien à Hagler et parvient même à le toucher. Mungabi est détenteur d'un dossier de 26 victoires en autant de combats. Il se révèle un adversaire qui se doit d'être respecté. À partir du 6e round, Hagler gagne round après round. Le combat est dur, mais à ce jeu, Hagler en ressort toujours gagnant. Au 11e round, Mungabi rend les armes, mais non sans avoir combattu. Ce combat se veut lui aussi très violent et Hagler semble avoir peiné par moments. Le 6 avril 1987, une autre rencontre de titans va avoir lieu au Caesars Palace de Las Vegas. Sugar Ray Leonard sort d'une retraite de 3 années pour défier Marvin Hagler. Leonard est considéré comme l'un des plus grands boxeurs de sa génération. Il est célèbre pour ses coups portés à grande vitesse et on le compare à Mohamed Ali pour son intelligence dans le ring. Il a mérité la médaille d'or aux Olympiques de Montréal en 1976. Son style spectaculaire a conquis le public depuis longtemps. En 1979, Leonard est devenu champion du monde WBC des poids welter. Il perd son combat âprement disputé contre Roberto Duran en 1980, avant de prendre sa revanche en novembre lorsque Duran ne peut continuer
au début du 8e round. Il réussit à vaincre Thomas Hearns par KO au 14e round en 1981. Un décollement de la rétine l'oblige à se retirer pendant 3 ans, alors qu'il était champion et qu'il n'avait perdu qu'un seul combat. Sugar Ray Leonard fait le même calcul que Mohamed Ali lorsqu'il a affronté George Foreman. Il sait très bien qu'il ne peut se planter au milieu du ring et échanger coup pour coup avec Hagler, qui semble inébranlable. Il impose des conditions avant le combat que Hagler a l'imprudence d'accepter, car il ne doute aucunement de sa victoire. Le combat devra se limiter à 12 rounds et non pas à 15. Le ring sera plus grand, ce qui permettra à Leonard de danser et de se tenir à distance plus facilement. Hagler ne doit pas dépasser un poids de 72,5 kg et enfin, les gants seront plus légers. Lorsque ce combat débute, on doute des chances de Leonard de venir à bout de Marvelous Hagler. Leonard est rapide et utilise sa vitesse pour gagner légèrement les 4 premiers rounds. À partir du 5e, Hagler décide de boxer comme un gaucher. Il avance contre Leonard, qui évite la confrontation directe. Malgré tout, Hagler semble prendre le dessus sur Leonard, qui a ralenti quelque peu. Lors des 4 derniers rounds, Leonard semble visiblement fatigué. Il accroche souvent Hagler. Hagler domine et parvient à l'atteindre solidement à l'occasion, mais sans pouvoir le piéger dans un coin. Après 12 rounds, Hagler semble avoir un léger avantage et semble beaucoup plus solide que Leonard. Le premier arbitre annonce un résultat de 115-113 pour Sugar Ray Leonard. Le deuxième arbitre donne 115-113 pour Marvelous Hagler, alors que le troisième surprend tout le monde en donnant un résultat de 118-110 pour Leonard. Sugar Ray Leonard parvient à remporter son combat contre Marvin Hagler, mais de façon très discutable. Tous sont unanimes pour contester le résultat donné par le troisième arbitre. Leonard avouera plus tard qu'il croyait réellement à un combat nul. Leonard avait été plus précis que Hagler, tandis que ce dernier avait atteint son adversaire beaucoup plus solidement. Hagler n'avait jamais été mis en danger lors de ce combat, où une fois de plus, les arbitres avaient décidé pour lui. Après le combat, Hagler a la rage au cœur. Il était convaincu d'avoir remporté ce combat. La plupart des experts et des spectateurs partageaient cette opinion. Il ne demandera jamais de revanche à Leonard. Il dira « J'ai été volé par les juges. Je ne boxerai plus jamais. » Il décide de prendre sa retraite à 33 ans, avec un bilan exceptionnel de 62 victoires, dont 52 par KO, 3 défaites et 2 nuls. Les 3 défaites et les 2 combats nuls d'Hagler demeurent contestables. À chaque fois, les arbitres ont rendu des cartes qui demeurent fort discutables. Marvin Hagler annonce sa retraite officiellement en 1988. Il affirme avec raison qu'il a été volé par les juges. À 33 ans, il est encore en mesure de dominer, mais il ne reviendra jamais sur sa décision. La boxe est terminée pour lui. Il vivra de nombreuses années en Italie. Il participe à des campagnes publicitaires et conserve une image immaculée et intègre.
Il refuse les apparitions dans les shows télévisés. Il demeure fidèle à lui-même. C'est un homme calme qui ne recherche aucunement la publicité qu'il juge inutile. Il est vu comme l'un des plus grands poids moyens de l'histoire de la boxe. Il est intronisé au Hall of Fame de la boxe internationale en 1993. Il décède subitement le 13 mars 2021 à son domicile dans le New Hampshire aux États-Unis. Sa femme, KJ Hagler, a publié un communiqué sur sa page Facebook. Je suis désolé de devoir faire une annonce très triste. Aujourd'hui, malheureusement, mon mari bien-aimé, Marvelous Marvin, est décédé subitement à son domicile. Sa famille est restée discrète sur la cause de son décès, demandant simplement le respect de leur vie privée. Marvin Hagler est décédé à l'âge de seulement 66 ans. Mike Tyson dira que c'était l'un des meilleurs boxeurs à avoir jamais mis les gants. Oscar de la Hoya dira qu'il était un monstre dans le ring, mais un gentleman en dehors. Sugar Ray Leonard dira « J'ai pleuré quand j'ai appris sa mort. Il était un rival, mais surtout un vrai champion. » Marvin Hagler laisse le souvenir d'un boxeur exceptionnel qui n'a jamais vraiment été vaincu. Il possédait un punch dévastateur. Il pouvait enchaîner des combinaisons des deux mains qui étourdissaient ses adversaires. Il est demeuré fidèle aux frères Goody et Pat Petronelli, ce qui prouve qu'il était un homme d'honneur. Il se tiendra toujours à distance des promoteurs douteux comme Bob Arum et Don King. Marvin Hagler était un grand champion sur le ring et dans la vie de tous les jours. On l'appelait le Marvelous. Look at him, right for the body. Marvin Hagler only wants the body, and he bangs Marvin. Oh, Hearns may have hurt him with a right hand. Hearns with another right. Hearns hits him with an uppercut. Hagler He's hurt. is hurt. Hagler is stunned. Hearns got inside. As we look at it, that was where it came, I believe, from that uppercut from Tommy Hearns. So it was Hagler coming out like a bullet. A good left by Hagler, but Hearns didn't flinch. Marvin going for the body. Wild first round. Wow, what a shock. And it was Hagler who initiated it, not Thomas Hearns. And a left by Hagler. Hearns comes back. Another right. That one stunned Hearns. Swelling near Hagler's left eye. Again, Tommy trying to come inside the hands of Hagler. Low blow by Hearns. Hagler still looking for the body. A right by Hagler. Good right got in. He has Hearns where he'd love to keep him on the ropes, but Tommy comes off easily. Another good right by Hearns. Hagler is now shaking those right hands off, though, Al. He was stunned a little early, and he's normally a slow starter. He's also bleeding. Hagler is cut. Hagler is cut. Bridge of the nose. Half a minute to go in round one. How far can this one go? Not very far at this pace. This is where Hagler wants him, but Hearns counterpunching off those ropes fairly effectively. Tremendous first round. Hagler pinning him to the ropes, working on him, but Hearns uppercutting again. Hagler bloody. A tremendous, sensational first round as Hearns gets hurt. Hearns got stunned. Hagler was stunned early in the round. Great first round. Wow. Incredible. Marvin Hagler digging to the body and throwing a right hook. Fought most of that round, in fact, all of it as a southpaw. Well, the first round lived up to all the hype, and then some. Round two now. Oh! The club, left hand by Hagler. They are yelling, keep boxing, Tommy, from his corner, and that looks like what he's going to try and do in this fight. For the first time, Hagler switching, gets in with a left hand. This round sort of the way people anticipated the first round might go.
Another right hand stuns Hearns, who has been able to get into Hearns, more so I think most people expected. For one simple reason, good left hook by Hagler. He took the best Hearns could offer, and he did come in. He's getting through that right hand. Hagler has fought most of this round as a righty. Now he switches southpaw and lands. Not as effective as a righty as I thought, but now as a southpaw, the jab lands well. Boy, Hearns looks awkward, and his legs look like they're not there. A little rubbery here in round 2. Tommy, though, fluid and moving. Trying to get inside. Again, the cut opens up over Hagler's forehead. And the blood begins to trickle down. Hagler working inside, now up top. Half a minute to go in round 2. Oh, what a left. Hearns trading with him. Hagler comes back to the right or left, and another right. Hagler with a wild left hand. It has to be impeding his vision with the right eye. You never know it, though. Tremendous right. Hearns is smiling, but he's taking shots. Another right hand. Hearns turns his back, takes another right. Hearns in deep trouble again. Hearns is down. Hearns is down in the 3rd round and on his back. And he's not going to beat the count. I don't believe. Tommy Hearns tries to get up, and they've got to stop this fight. Does he get up? He just doesn't know. He can't continue. Different angle again now. Right hand from Hagler. And Hearns at that point finished. Off balance and stumbling. And so the man from Brockton, Massachusetts may finally get the respect that he feels he deserves. There's a left. Solid left by Mugabe. Hagler coming in. The slugfest is on. 2 scheduled for 12. A left lands from Mugabe. The right, that time, picked off by Hagler. Coming off Marvin Hagler's head. Under the 30-second mark we go. It is still cool here in Las Vegas. A rainy, cool day. To the body, and it's got Mugabe reaching a little bit now, Tim. There it is. Up, and that power just moved him back. And Marvin landed a good right hook. Mugabe reach now. Too solid. Counter from that right hand miss by Hagler. Good combination by Hagler. Piston-like jab. Then he was able to get hit with a couple of counter punches. Hagler blocking effectively. Round number 4, scheduled for 12. There's that uppercut. That's that punch I thought he was setting Hagler up for. Humping that jab. There's a right counter back from Mugabe. Right 5. Mugabe comes up quickly this round. Round 5 scheduled for 12. Mugabe just stands in the middle of the ring, pivots around. Your impressions? Well, his left hand very wide. That's about the straightest one he threw. Well, what Hagler is doing is looping. He's looping his left hand. He's not shooting a straight left hand. The first left hand I seen tonight was his left hand just a minute ago. A test of physical strength now, and Hagler is having a good combination. But he can't move Mugabe back. My God, Tim, what punishment this Mugabe's taking, and he's still there. Hagler with target practice now, but he just cannot move Mugabe back. For a low blow again, a right hand lead by Hagler. Keeping the pressure on it, he caught a left counter. Another left counter from Mugabe, and Hagler won't move back. A test of wills, finally. Mugabe driven back to the ropes. 2 consecutive right hands. Finally, the legs of Mugabe starting to show a little wear. Hagler keeps the pressure on. The months of preparation, the conditioning, Hagler showing here as he fires one punch after another. Then we talk about a guy with an iron chin. Mugabe has it. There's an uppercut from Hagler.
himself out, Tim. Now Mugabe firing back. Better not punch himself out. John Mugabe is some tough customer. Takes another shot. He's hit Hagler with some good shots too, Tim. He attempted to grab Hagler. And Mugabe fires back. He lands a left hook. Mugabe is tie-in now. What a round! Stance and says, move me, try to. Well, Hagler's doing it now. The way he usually does. Now he's fighting orthodox style. Seems to be much better off in this fight. Oh, a good straight left by Hagler. And a right hook. Even. Oh, an uppercut lead, that landed. Would come out a much more popular fighter. It's strong, and there's against Marvin Hagler. It must be a little frustrating to not see him respond, react. That's what's happening to Mugabe. Well, again, he's also Tim. So I don't think that either guy, right now, fatigue is. Round 9 scheduled for 12, and there's a right hand from the challenger. With their comments are saying, just get back into your rhythm, Marvin. Mugabe's landing a lot of good punches now, Tim. Yes, he is. That last At times, Hagler falls apart. He forgets what he's doing, it seems like. big left hook by Hagler. Right, wide shot. Get the credit for being as good an inside fighter as he is, and he's showing us why right now. Backward step. He's backing up Mugabe finally. Well, Hagler is concentrating on backing Mugabe up, putting the pressure on. And it seems like Mugabe is falling apart to try to block those body punches. But all he's doing is setting himself up for some good shots to the head. Way forward and keeps firing. Well, that seems to be the ticket inside for Hagler. And Mugabe's punches seem to be light. But he still throws bombs. He's really tired now. Well, that's the key. The key is the punishment. That's why he's tired. And Hagler keeps uppercut inside by the challenger. Wings 2 over the top just for good measure, and he's got him hurt. He's got him hurt. Mugabe finally goes down. In the 11th round, he's more dead tired than anything else, and it's all over. He's just exhausted from the continual assault. Marvelous Marvin Hagler retains his undisputed middleweight championship of the world with an 11th round knockout over a game and exciting challenge from John Mugabe. Fight that we all did. Hagler things to think about. Right. Left hook by Hagler. Get out. Right hand by Leonard. That Leonard is the more confident fighter. Again, both corners very calm, very confident. That was a good left hand by Hagler. One to the head and then one to the body. Hagler continues to stalk Ray Leonard. Short right hand by Ray Leonard. And Hagler a good left hand to the head. A good right. Very good right hand by Marvin Hagler. And now Hagler chases Leonard. Now Hagler being the aggressor has Leonard on the ropes. Leonard trying to fight his way off the ropes. Hagler hammers him back onto them. That was the advice. Right hand by Hagler right off the bat here.
Ray is standing more. Ray Leonard punching a little more with the arms right at the moment, too. Combination. Leonard got the better of that. Leonard fighting flat-footed in this round. Caught Hagler with a left. Hagler catches Leonard with a left of his own. Wild right hand. Mocking Leonard. And Hagler made him pay for that bit of fancy footwork. Right hand by Hagler again. Again, Leonard on the ropes. Not a lot of damage in that last exchange. So it's pretty simple. Marvelous Marvin Hagler's corner wants Ray Leonard on the ropes. Ray Leonard corner wants Ray Leonard off the ropes. It's a good left hand by Hagler. Hagler's punches, even though they haven't been. Leonard tried to fight off the ropes and does. Don't hold him right. Bird, hold. Come on, work again. From Hagler is astonishing, really. Leonard just took a deep breath and dropped his arms. Now, whether that was a ploy, we'll find out here. 15 seconds left, round 9. Leonard looks tired, but it could be play acting. But what Ray Leonard is doing is giving Marvin Hagler what he wants. A brawl. But again, Leonard on the ropes, tries to fight off. Deep breaths. Off the ropes. Leonard fighting off the ropes. The crowd chanting Sugar Ray. We will let you watch the last minute of a great evening in Las Vegas. 115-113 by the winner by a split decision and new middleweight champion of the world, Sugar Ray Leonard.